plaisir d'être ici et d'être parmi vous. J'ai reconnu plein de regards que je connais derrière les masques, donc c'est aussi un plaisir de voir ses amis. Le titre qu'on a choisi avec Ludo, c'est Ésotropisme. Alors comme dit mon épouse, on dirait un peu un titre d'une émission sur France Culture, mais donc c'est un mot qui n'existe pas. Il a été inventé à partir de l'ésotropie. L'ésotropie, c'est le fait de loucher, et on pensait que les regards croisés parfois finissent comme ça, et c'est à la différence de l'exotropisme où les yeux partent de part et d'autre, et donc ne voient pas du tout ce que voit l'autre. Il est né d'une rencontre, d'abord avec l'art de Ludo. C'était en 2012, il y avait une exposition sur le street art au musée de la Poste à Paris, où il y avait évidemment le noyau dur des street artistes avec Banksy, John Wan, et toute une série de plus jeunes street artistes français, et notamment Ludo. Et dans cette exposition, les deux œuvres qu'il présentait, alors on en verra plus après, c'était le papillon avec des puces électroniques dessus, ou les tournesols de Van Gogh, mais avec des pétales en balles de fusil. Dans les deux cas, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était une vision qui était très sombre, très apocalyptique un peu pour moi, de la technologie, alors que travaillant à l'Université de technologie de Compiègne, on avait toujours tendance à voir plutôt dans nos recherches un côté applicatif, un côté de réparation du corps, de dispositifs médicaux et des choses comme ça. Donc, a commencé un dialogue entre les deux. J'ai eu la chance de participer à un livre qu'il a écrit, une monographie qui a été faite sur lui par les éditions Gallimard. Et au fil de cette discussion, on a commencé un petit peu à opposer notre vision, chacun sa vision de la science, et un petit peu surtout des finalités de la science ou de la technologie. Donc, comme vous le voyez, Ludo, alors comme il s'excuse puisqu'il ne peut pas être là, son fils était malade, il n'était pas sûr que c'était Covid ou non, enfin les scénarios classiques. Mais on a pas mal discuté, donc j'essaye de vous transcrire aussi un petit peu ce que lui a essayé de mettre dans ses œuvres. Donc, sa manière de faire, c'est essentiellement une palette, alors l'image est assez rose, mais c'est essentiellement basé sur de la graphite, sur des noirs ou des gris, avec juste un rehaussement de vert sur certaines parties de ses œuvres. Il va travailler aussi bien sur toile, il va travailler sur des projections, et on a ce qu'il appelle une partie inside et une partie outside, où, comme beaucoup de street artistes, il va aussi aller à la conquête des murs, soit parce que c'est des commandes. Il y a eu une installation sur le parvis de Beaubourg à Paris autour des grandes bouches d'aération, autour des plantes OGM et des risques de l'OGM, ou alors à Paris ou alors à New York, où il y a vraiment des grandes choses qui sont placardées. Donc dans ce cas-là, c'est des œuvres qui sont préparées sur des papiers très fins et ensuite posées sur les murs, qui sont assez éphémères puisqu'elles vont partir après 1 ou 2 mois en raison de la pluie ou en raison des choses. Donc vous voyez que c'est un artiste qui à la fois a des choses qui perdurent, des œuvres sur toile classique, et des choses qui sont beaucoup plus éphémères sur les murs des villes. Alors, ce regard croisé, on a essayé de repérer différents thèmes qu'on pouvait aborder, sur lesquels on se retrouvait un petit peu. Le premier, c'est les chimères ou l'animal augmenté. On a aussi vu l'homme modifié. Alors, ça peut être l'homme modifié, l'homme régénéré, l'homme amélioré. Enfin, il y a beaucoup de thématiques dans ce sens-là. Quelque chose où je reviendrai beaucoup, c'est la technologie subie. La technologie est maintenant partout. En ce moment, il y a de la technologie qui nous enregistre ou qui va nous aider dans notre vie, et pourtant on ne l'a pas choisie. Donc comment est-ce qu'on va avoir un rapport à cette technologie? Et enfin les plantes détournées, parce que vous avez vu au début, il y a beaucoup de choses autour de la nature qui va être détournée, et notamment des plantes. Donc sur ces chimères, on commence avec un de ces tableaux qui est... il réfléchit beaucoup autour du papillon qui pour lui est la nature et la légèreté,
en rajoutant, en modifiant ce papillon. Donc ici, vous avez une modification qui est plutôt électronique, avec un tableau qui s'appelle I. lepidoptera. Donc comme dit, c'est de la graphite, c'est de l'huile sur toile, c'est cette encre, c'est cette peinture verte. Une autre reprise du thème papillon, où là on a un papillon avec derrière une vision de tous les mécanismes plutôt mécaniques qui vont l'actionner, et donc un détournement de la nature, ou une chimère en tout cas qui est plutôt biomécanique. Il m'a dit pour l'anecdote, c'est un travail qu'il a fait à Londres, dans un faubourg de Londres, et la personne qui possède la maison l'a contacté. Il a dit ça arrive parfois, les gens le contactent et râlent. Et en fait là, non, le type a dit c'est fabuleux. J'étais en train de vendre ma maison et je l'ai vendue à un meilleur prix parce qu'il y avait votre œuvre dessus. Donc on voit que de temps en temps, le street artist n'est pas non plus le tagger qu'on poursuit, mais parfois il peut aussi rajouter une valeur un petit peu au support sur lequel il va travailler. Et encore, donc ces chimères, pour les scientifiques, effectivement, elles existent. Il y a ça. Juste un tout petit rappel parce que j'enseigne un peu l'embryologie à Compiègne. C'est quelque chose qui historiquement a été très utilisé en sciences, notamment en embryologie, où Nicole Le Douarin, Étienne Wolff avant lui, qui était originaire de Strasbourg, a travaillé sur des chimères caille-poulet. Donc vous voyez ici un poussin qui est un poussin de poule avec une aile de caille. Et en fait, ça permettait, en utilisant des greffes de petits morceaux de chacun des deux embryons, de voir le devenir des cellules à l'intérieur de l'embryon. D'accord ? Les cellules bougent beaucoup dans un embryon, il n'y a pas du tout une segmentation ou un morcellement qui est très précis. Et donc cette approche par Nicole Le Douarin permettait de créer effectivement des monstres, de créer des chimères, mais qui allaient servir ensuite à bien savoir d'où venaient les cellules qui allaient constituer notre corps. Au laboratoire, j'ai pu travailler moi sur d'autres types de monstres qui étaient des animaux qui avaient été modifiés génétiquement pour exprimer la protéine de fluorescence d'une méduse qui s'appelle Ecorus victoria et qu'on peut placer. Alors on fait une construction avec cette protéine, on la met derrière un promoteur qui va l'exprimer partout dans toutes les cellules, et on obtient sur une portée de souris, en fonction du ratio génétique, un certain nombre de souris qui vont être vertes et vont être luminescentes. Alors ça a beaucoup parlé à Ludo, qui a mis en parallèle une installation qui est en ce moment au Musée en Herbe à Paris, où justement il parle de lucioles. Et sur ces lucioles, il rajoute un bulbe, il rajoute une ampoule phosphorescente. Et donc vous avez cette installation qui va couvrir le mur et qui va remplir l'espace en fait de ces lucioles qui sont phosphorescents. Dans les laboratoires, c'était un petit peu moins beau, moins joli. L'utilisation, c'était simplement dans des cultures de neurones pour savoir quels étaient les neurones qui venaient des souris vertes et quels étaient les neurones qui venaient d'autres types de souris. Et donc ça nous permettait juste de mélanger ces deux cultures et de pouvoir savoir quelle était l'influence. Dans ce cas-là, c'était sur la mise en place des synapses, c'était au MIT. Quelle était l'influence d'une cellule sur l'autre en pouvant bien différencier dans ce couple qui allait faire la synapse sur qui. D'accord ? Donc vous voyez que c'était plutôt dans un but d'avoir un outil qui nous permettait de travailler dans la compréhension du vivant. Une autre chimère qu'on utilise parfois dans le laboratoire, c'est des chimères souris humaines qu'on va faire. Alors l'image est un petit peu dégoûtante, donc on va passer rapidement. Ce qu'on fait, c'est on prend de la peau humaine et on va la greffer sur le dos d'une souris qui s'appelle une souris nude. Cette souris nude, elle est nude parce qu'elle a un phénotype effectivement sans poils, mais surtout parce qu'elle a un système immunitaire qui est un petit peu diminué. Et donc elle va accepter la peau humaine, et on va avoir on a essayé ça sur 2 ans, une souris qui va avoir sur le dos un morceau de peau humaine. L'intérêt pour nous, pour les scientifiques, c'est que ça va nous permettre de faire des tests de toxicologie par exemple, sur de la peau humaine, à long terme, sans utiliser de patients ou sans utiliser
personnes qu'on va irradier, par exemple. On parle en ce moment de 5G, par exemple. La 5G, on sait que ça a un effet, ça peut-être avoir un effet sur de l'irritation. Et en fait, pour être sûr que ça n'en a pas, on va pouvoir utiliser ce genre de chimère avec des rayonnements 5G pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de modification. D'accord? Donc, c'est le genre de choses pour lesquelles on va utiliser ces souris. Alors, vous pouvez voir qu'effectivement, que ça soit en histologie ou que ça soit par un marquage, on voit bien la délimitation entre la peau humaine, qui est ici, et la peau de souris qui commence ici. Donc la peau humaine a été marquée. La peau humaine a également des caractéristiques morphologiques qui sont différentes. Et on peut, par exemple, ici, vérifier que l'induction par un agent toxique ex vivo, donc sur de la peau qui a été retirée d'un patient, est beaucoup moins bonne que ce qu'on peut avoir in vivo. Et donc, on peut tester des choses qui sont plus ou moins toxiques pour le corps humain sur ce genre de chimère. D'accord? Donc, sur cette partie-là, dans le laboratoire, finalement, on va retrouver les monstres de Ludo, monstres dans le sens de ce qu'on montre, mais avec une finalité de compréhension du vivant et de protection de la santé. Donc, finalement, ça n'est pas nécessairement un détournement pour les rendre mieux ou les rendre différents, mais plutôt essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau du développement. Il a beaucoup travaillé sur ces interfaces électrobiologiques ou mécanobiologiques, et ça, pour le moment, il faut dire qu'en science, c'est quelque chose qui est peu abordé, c'est extrêmement complexe à réaliser, et quand on est en neurobiologie, on aurait rêvé depuis des années d'une interface, effectivement, qui soit entre la main qui a été sectionnée et le nerf qui est resté, puisque les nerfs restent encore après ce type d'accident. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on veut actionner un bras artificiel, on va plutôt passer par un casque cortical qui va enregistrer la volonté de bouger le bras pour l'actionner, plutôt que de passer directement par l'interface qui, elle, existe. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est obligé, malgré tout, le fait de ne pas avoir vraiment des interfaces électrobiologiques ou mécanobiologiques qui soient actives, va nous obliger à passer par des choses qui sont quand même très compliquées. Le second exemple, c'est l'homme modifié. Donc là, vous avez également un travail de Ludo sur un mur à Londres. Alors, c'est un mur en plus d'un centre. Alors, lui, il ne sait pas si c'était un centre de rétention ou alors simplement un bâtiment extrêmement bien gardé et il ne veut pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais sur ce mur, c'est intéressant de voir les caméras de surveillance qui surveillent cette œuvre qui est faite en bas d'un homme qui a été modifié en haut en rajoutant des armes et un casque au niveau de son torse. Il a rajouté les ailes du papillon encore pour dire qu'il restait encore la nature et il restait encore une certaine légèreté. Mais c'est autour de ça et il l'a placé dans une position qui est bras en croix sur le mur. Un autre travail qui là a été réalisé en Chine, à Shanghai, pendant la destruction d'un des quartiers qui devait aller être passé pour renouveler la ville, où là on voit une rose et au moment où cette rose éclot, il y a la mort à l'intérieur et le questionnement ici, c'est de savoir qu'est-ce qui va éclore de ce quartier qu'on est en train de détruire. Forcément, les gens ont été repoussés vers d'autres zones de la ville. Forcément, on va perdre toute une partie de la vie qui était là-dedans. Et pour la remplacer par quoi? Est-ce que c'est par des boutiques? Est-ce que c'est par des bureaux? Est-ce que c'est par des choses qui sont beaucoup plus mercantiles dans leur volonté d'être? Et donc cette œuvre qui reste encore sur ce mur avant démolition, pour lui, était vraiment un symbole qui était assez fort. Alors, pour ce qui est de la modification de l'homme, dans le laboratoire, on a beaucoup travaillé, par exemple, à des remplacements, et notamment un remplacement d'os. D'accord? Donc pour ça, on a travaillé autour de l'articulation qui était trapézo-métacarpienne. Oui, exactement. En fait, le mouvement de votre pouce est fait par un os qui est très bas. Cet os va être très important parce que c'est celui qui va vous permettre d'opposer votre pouce. Et donc de vous différencier de la plupart des primates. Les pandas ont également un pouce opposé, mais c'est un autre mécanisme. Et cet os était complexe parce qu'il avait différentes faces, puisque je suis dans un laboratoire de biomécanique, différentes faces de glissement
du métacarpe qui était au-dessus. Et c'est ça ce qui fait sa force. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup, et quand on utilise beaucoup les choses, on va commencer à avoir de l'arthrose, ce qu'on appelle de la rhizarthrose pour le pouce, et cette rhizarthrose va progressivement détruire le petit os qui est le trapézo-métacarpien et va empêcher en fait d'avoir une préhension normale et également avoir beaucoup de douleur. On a une forte prévalence féminine. Pour nous, on voyait surtout tous nos jeunes qui étaient en train de texter très rapidement et on se disait que peut-être ça va être quelque chose qui va être de plus en plus important, cette rhizarthrose du pouce, sur les jeunes générations dans 40 ans, ce qui nous laisse juste le temps de bien développer des technologies de remplacement de l'os. Donc, on est parti de ce constat et on s'est dit la première chose qu'il faut, c'est en fait faire un rajeunissement, d'accord ? Parce que votre os, au fur et à mesure de sa maladie, il va être modifié par le corps. Vous avez vu une conférence ou peut-être sur la tribologie, sur les frottements. Il va y avoir des frottements. Votre corps, au lieu d'être comme votre bicyclette et de progressivement perdre de la matière, il va y répondre et il va fabriquer de l'os. Et donc vous allez avoir plein de petites spicules comme ça qui vont se placer dessus. Et donc c'est très difficile quand un patient vient chez vous de comprendre comment était son os auparavant. Et donc on a fait tout un travail à partir d'os trapèze humain pour revenir vers un os sain à partir d'un modèle arthrosé. Et l'idée, c'est que le patient maintenant va de plus en plus venir à l'hôpital et on va essayer de rajeunir déjà ses os, ses muscles, ses nerfs, pour essayer de comprendre comment il était avant sa maladie et pour, à partir de là, fabriquer alors en 3D, une fois qu'on a rajeuni ses surfaces articulaires, fabriquer avec une impression 3D, fabriquer cet os. D'accord ? Donc, le patient maintenant, l'idée c'est qu'il va venir, il va vous demander de le réparer, et cette réparation va pouvoir se faire directement à l'hôpital avec une impression. Donc, vous voyez la différence entre l'impression 3D et l'usinage. L'usinage, on prend une pièce et on va la polir jusqu'à ce qu'elle ait la bonne forme. L'impression 3D, ça va être quelque chose qu'on fait couche par couche, qui va permettre également d'économiser un petit peu plus de matière. Dans notre cas, on avait une impression qu'on appelle par laser melting, c'est-à-dire qu'on fait fondre avec un laser des petites billes de titane ou de chrome cobalt ou du matériau que vous voulez pour votre os, et on va fabriquer en fait cette pièce de cette manière-là, une couche après l'autre. Le résultat, ça va être d'abord un premier implant qui sera ici, ça c'est juste des pinces pour le tenir. Et ensuite, ça va être un implant qui sera poli, qu'on va couper et qui sera prêt en fait à être implanté. Et on a pu, avec un chirurgien, faire des premiers tests sur ces matériaux avec des implantations sur cadavres. Alors j'avais un petit film, mais on m'a conseillé de ne peut-être pas vous le montrer, où vous voyez un chirurgien qui réimplante sur un cadavre cet os et ensuite joue pendant des heures avec le pouce en disant ah oui c'est bien, c'est vraiment bien, là c'est vraiment bien. Il va fonctionner mais avec un os qui ne sera plus un os, qui sera du métal, et également cette manière d'aborder la modification de l'homme par une sorte de rajeunissement pour essayer de rattraper un petit peu ce qu'on a perdu au cours du temps ou ce qui a été recréé. Et donc pour Ludo, ça lui a rappelé une de ses œuvres qui est celle-ci, où en fait sur la sur la Vénus de Milo, sur la victoire de Samothrace, c'est la victoire de Samothrace, voilà, j'avais tout à coup un doute. Il a rajouté en fait un bras qui était un bras robotisé qui tient évidemment un missile et des ailes de papillon derrière. Donc vous voyez toujours cette espèce de dualité vers des choses qui sont plus gracieuses et des choses qui vont être au contraire plus belliqueuses, ou en tout cas un détournement plus fort de la science. Donc sur cet homme modifié, les modifications qu'on a nous dans les laboratoires, après je ne parle que ce que moi j'ai dans mon laboratoire, hein, je veux que ça soit clair, sont moins belliqueuses que celles imaginées par l'artiste, mais c'est vrai que chaque réparation, chaque régénération va ouvrir des possibilités de déviation. Alors aux États-Unis, on a créé des poulets avec des ailes multiples pour avoir plus de wings, d'accord ? Un poulet avait 6 wings au lieu d'en avoir que 2, et c'est quand même les wings qu'on mange. On va avoir des possibilités d'augmentation de capacité physiologique, et là on parle de masse musculaire pour des athlètes, d'éveil prolongé pour des militaires en opération extérieure, où on va leur demander de puiser dans leur corps d'autres choses. Donc effectivement,
On voit la porte qu'on entrouvre. On a déjà eu des réunions avec des personnes qui nous disaient « mais votre os de remplacement du pouce, il est plein, c'est un métal complet, c'est dommage. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on aurait pu mettre quelque chose. On pourrait imaginer, au lieu d'avoir bêtement un os sur lequel le pouce va bouger, d'avoir quelque chose de plus. » Et on se souvient toujours des films d'espions où ils parlent dans leurs mains ou dans leurs chaussures. Ouvrir ma porte également, etc. Donc voilà, il y a toujours en fait effectivement cette espèce d'ambivalence. À partir du moment où on répare l'homme, on va forcément également, tout à coup, penser qu'on peut aussi l'augmenter, on peut aussi le modifier, on peut aussi faire des choses qui sont un petit peu différentes. La technologie subie, elle est là très souvent dans l'œuvre de Ludo. Ici, vous voyez une fleur qui a été transformée en caméra de circuit intégré, qui donne un petit peu... C'est quelque chose qui revient, que ça soit en inside sur tableau ou en outside. C'est quelque chose qu'on voit sur les murs pour nous dire qu'effectivement, il y a des caméras, il y a des choses partout. Et c'est vrai que si vous vous êtes promené dans la ville de temps en temps, vous relevez la tête et vous vous rendez compte qu'à tel carrefour, tiens, il y a une caméra qui est apparue, etc. Je ne suis pas du tout contre les caméras, encore une fois. Ce qui est le souci qu'a Ludo, c'est cette technologie, elle est subie. Je n'ai pas demandé à être tracé, je n'ai pas demandé à être suivi. On a découvert récemment que notre voiture, quand il y avait une panne, on recevait un mail immédiatement de la part de Peugeot pour nous dire « vous avez eu une panne, voici votre rendez-vous dans un garage ». Donc, ce qu'on n'avait jamais demandé, ce qu'on n'avait pas spécialement fait, voilà, notre voiture nous suit et peut nous dire un petit peu où on a été. Vous savez que par exemple, les aspirateurs Roomba ont eu un souci aux États-Unis parce que en passant partout dans votre maison, ils faisaient une carte exacte de votre maison. La carte était envoyée à des agences immobilières et l'agence immobilière possédait en fait un listing, puis c'était vendu par Roomba, possédait le listing de toutes les surfaces des maisons dans certains quartiers en fonction de la présence de Roomba. Donc ça vous dit un petit peu le niveau qu'on va avoir de cette technologie subie. Ici, une œuvre où Ludo va parler de cette transition qui va être du côté terrestre, de la beauté de la fleur, des différentes choses, vers le spatial, et ensuite du spatial vers l'espace et donc vers l'au-delà. Et là, dans la discussion qu'on a eue, lui s'interrogeait plutôt comme artiste sur la nécessité de la conquête spatiale et la nécessité d'y mettre autant de moyens et autant de choses. C'est-à-dire que ce que lui disait, c'est combien de milliards auraient pu servir à la planète et ont servi à aller mesurer quelle était la capacité de vie sur Mars, alors qu'il va falloir, je crois, 23 ans pour y aller, 23 ans retour, donc je ne suis pas sûr qu'on ira rapidement là-bas. Donc son questionnement est plutôt sur cette technologie. Moi, on m'apprend qu'il y a une exoplanète qui ressemble à la Terre, qui est à 23 milliards d'années-lumière. Je suis content de l'apprendre, mais je n'ai jamais demandé à le savoir, et de toute façon, ça ne me servira à rien. À la rigueur, ça me rassurera en me disant qu'il y a un plan B pour ma planète, et peut-être qu'un jour, on pourra aller là-bas, mais c'est tout. Donc quel est effectivement le niveau de développement technologique qui va être associé? Et ici, un collage qui a été réalisé, je crois, à Sydney, où vous avez un couple d'inséparables, d'oiseaux inséparables, qui ont été robotisés. Et en fait, malgré cette robotisation, ça reste un couple d'inséparables et donc qui vont continuer en fait de rester ensemble. Et donc finalement, malgré ces modifications, la nature est quand même toujours là et il reste toujours au fond de ces modifications un fond de nature qui va finalement sauver ce couple d'inséparables. Et ici encore, donc, ce que vous avez vu au début, qui est un morceau d'Apollo ou de cabine spatiale, un casque de cosmonaute avec un corps de guêpe, et donc des modifications qui ont été mises sur cet animal. On revient sur l'espace avec une question de Ludo qui est combien d'animaux ont été sacrifiés dans l'espace pour savoir si l'homme peut y aller, alors qu'ils n'avaient rien demandé et qu'ils ont été simplement pris comme test pour pouvoir savoir ce qu'allait faire l'homme. Alors pour nous, à l'UTC, c'est un sujet qui nous touche beaucoup, parce qu'on a l'exemple de la dialyse. Donc l'UTC est une université très jeune, qui a été faite à peu près il y a 40 ans,
Il y a 40 ans, on a eu un énorme effort qui a été fait autour de la dialyse, des techniques de dialyse, parce qu'il y avait une rencontre entre le biologique, la mécanique des fluides, etc. Et il y a une dizaine d'années, ou il y a 5 ans, il y avait un article dans Le Monde d'une association de dialysés. Et là où on s'attendait à avoir des merci, franchement vous avez changé ma vie, je vis depuis 30 ans alors que je serai mort, il y avait une charge extrêmement dure contre la dialyse en disant que voilà, cette technologie m'aliène, vraiment dans le sens le plus sémantique du mot, je suis en lien avec cette machine je ne l'ai jamais demandé mais vous me l'avez branchée sur moi, cette technologie m'aliène et en plus, le fait de m'avoir forcé de me dialyser m'a enlevé des listes de greffables et ne m'a pas permis de réaliser complètement ma vie. Alors, tout à coup, à l'UTC mais également dans d'autres communautés, on a compris que finalement, lorsqu'on travaillait autour d'une solution technologique, il ne fallait pas juste penser à cette solution, mais penser à la personne qui allait ensuite l'utiliser et essayer de bien comprendre ce qu'elle en attendait. C'est pour ça que sur ce projet de pouce que vous avez vu avant, on est finalement retourné chez les médecins et on a regardé quelle était leur approche de ce problème-là. La première chose, c'est évidemment réduire la douleur. On va avoir des médicaments, des injections, on va avoir des orthèses qui vont permettre de libérer un petit peu ce pouce. La seconde, pour retrouver l'appréhension, stabiliser l'articulation, on a effectivement des traitements chirurgicaux. Mais les traitements chirurgicaux, la plupart du temps, ça va être des choses qui ne vont pas nécessairement redonner la préhension. On va fusionner les os, ça veut dire qu'il n'y aura plus de mouvement, ça sera plus compliqué. On va utiliser ce qu'on appelle des arthroplasties d'interposition. On va juste enlever l'os et on va le remplacer par ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit un copeau de polystyrène, ça peut l'être. Ici, ça s'appelle un spacer, c'est un petit bout de plastique. Vous n'aurez plus mal, mais votre pouce ne pourra pas être utilisé. Vous allez compenser avec l'appréhension des doigts, mais ça ne vous permettrait pas de refaire les différents gestes que vous faisiez. À partir de là, on est reparti. Donc ces traitements vont privilégier l'élimination de la douleur plutôt que la restauration de l'appréhension. À partir de là, on est parti vers des patients qu'on avait autour de nous. Donc on en a fait très peu, on a fait des entretiens avec 4 patients, en leur demandant exactement ce que eux, ils attendaient de cette maladie. Et les retours sont venus en étant très très clairs, en disant que finalement la douleur, c'est quelque chose qui est supportable, qui est assez bien encadré maintenant, on prend un médicament, on a moins mal. Par contre, la perte de préhension, c'était pour eux une perte d'autonomie. Ils étaient dans leur travail, la normalité c'était leur travail, et le fait de ne plus pouvoir porter les choses les bloquait dans leur travail. Et pour eux, c'était quelque chose qui était beaucoup plus important, d'avoir la possibilité en fait de récupérer cette autonomie et ensuite d'avoir un suivi médical peu contraignant et d'avoir une condition qui s'améliore. Donc finalement, la solution qu'on proposait, qui était plutôt de refaire un os, on avait différentes solutions face à nous, était celle qui semblait être la plus adaptée à ce que demandait le patient. Et de plus en plus dans le travail qu'on fait à l'UTC, on commence un projet avec directement une discussion avec le médecin ou avec un groupe de patients pour savoir exactement ce qu'ils veulent et essayer de sortir de l'aspect prouesse. C'est-à-dire, oui, on peut le faire, donnez-moi 100 000 €, je vous le fais. Et derrière, d'arriver à une solution type dialyse qui finalement ne satisfait pas le patient. Alors après, on parle de patients français, donc ils ne sont pas toujours satisfaits, mais il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Là-dessus, alors, la petite conclusion, c'est que l'omniprésence de la technologie va la rendre incontournable dans notre vie quotidienne. Mais ça ne doit pas nous empêcher de comprendre les choix technologiques qu'on va nous demander de faire, et souvent de les comprendre qui vont nous affecter jusque dans notre corps. Ça m'épate, pour moi qui travaille aussi sur des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, de voir qu'à aucun moment le chirurgien ne va vous dire quelle solution on va choisir. À aucun moment, il va vous dire tel matériau va être choisi, tel type de prothèse. Il y en a plein différentes. Et finalement, lui fait le choix. Il le fait bien. Il le fait toujours très bien, mais il pourrait le partager avec le patient pour qu'il comprenne un petit peu mieux, plutôt que juste dans 3 jours, vous allez marcher, dans 8 jours, vous pourrez monter l'escalier, etc. Ça, c'est quelque chose de très factuel.
Pour le scientifique, c'est ce que je vous ai dit, on essaye, nous, de notre côté, de renforcer le travail qu'on fait avec les médecins ou les chirurgiens, et surtout travailler autour de l'éducation des patients pour discuter avec eux un petit peu de pourquoi on a choisi cette solution et pourquoi plutôt on va choisir cette autre. La dernière partie, ça sera les plantes détournées. Donc les plantes détournées, vous voyez un travail, une sculpture de Ludo autour de l'ananas. Vous savez que la culture de l'ananas est quelque chose qui est très dur pour les sols. C'est une plante également qu'on va brûler à l'acide pour pas qu'il y ait une fleur qui se crée, parce que dans ce cas-là, il y a plus de protéines qui vont aller au niveau du fruit, etc. Donc, qui va forcément amener avec elle une forme de risque, une forme de toxicité, notamment dans les plantations. Et à côté, vous avez également une reprise de nymphéas, où cette fois-ci, les fleurs de nymphéas sont remplacées par des antennes qui sont là pour écouter, qui sont là pour savoir ce qu'on fait. Donc, vous avez ce travail-là. Vous avez deux travails qui sont autour de la rose, en se disant que finalement, une bête épine, aujourd'hui, ne suffit plus pour protéger la nature, et il faut que la nature commence à développer des choses plus fortes pour se défendre, que ça soit des lames de rasoir dans des zones urbaines, que ce soit des poings américains, mais il va falloir que ces plantes prennent elles-mêmes leur destinée, parce qu'on ne peut plus compter sur l'homme pour les protéger. Et donc ces plantes détournées, c'est l'occasion de parler d'un sujet qui est en ce moment le support d'une thèse dans le laboratoire, où on s'est dit que finalement, quand on veut créer un tissu, on essaye de passer d'une deux-dimensionnalité à une tridimensionnalité, puisqu'on essaye d'avoir quelque chose, des cellules qui poussent dans des boîtes, et ensuite des cellules qui vont pousser dans un tissu. Et que finalement, la nature avait fait ça très bien. Donc pourquoi essayer de chercher autre chose? Et on est remonté en fait sur l'échelle phylogénétique pour trouver où est-ce qu'il y avait ce passage 2D, 3D. On l'a trouvé au niveau d'une algue, toute simple, qui s'appelle Volvox. Cette algue, en fait, c'est un noyau de mucus autour duquel ont été alignées des cellules qui étaient elles-mêmes des chlamydomonas, donc qui étaient des cellules isolées avant. Et c'est devenu un petit organe, ce Volvox, puisque quand il y a de la lumière, les cellules vont se coordonner pour en fait partir vers la lumière et pour aller vers des sources de nourriture. D'accord ? Donc là, vous avez dans la nature ce premier passage. Là, vous avez une image de ces algues qui sont vraiment très très belles, avec à l'intérieur des cellules filles qui sont en train de se créer, un Volvox, et puis les cellules, l'alignement des cellules à la surface de ces microalgues. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que est-ce qu'on pouvait peut-être réutiliser ce système de billes, ou ces billes, pour essayer de travailler à la fabrication de tissus. Surtout que le cœur de mucus sur lequel on est fait d'un concentrat de protéines qui sont très intéressantes, qu'on appelle la matrice extracellulaire, et qui est d'habitude ce qui est vraiment en train d'envelopper les autres cellules, de les nourrir, de les aider. Donc on est parti là-dessus, on a utilisé ces algues, on les a recellularisées avec des fibroblastes de souris, qui se sont mis en fait le long de cette culture, de ce Volvox. On a ensuite utilisé les Volvox pour les empiler dans des boîtes pour essayer d'en faire un tissu, et effectivement, en rouge, vous avez ce qui reste des Volvox, en bleu, vous avez les cellules humaines ou murines qu'on a rajoutées, et vous voyez en jaune le collagène qui a été fabriqué pour essayer de maintenir ce tissu ensemble. Donc on peut utiliser des algues, toutes simples, pour refaire des tissus humains, et on peut également, on revient à notre petite souris nude, on peut également l'utiliser pour recréer des surfaces en fait qui seront vascularisées sous la peau de la souris nude. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour réparer finalement l'humain en injectant différents types d'algues, différents types de cellules. Donc on arrive finalement vers ce détournement de plantes, surtout maintenant qu'on est beaucoup dans des stratégies biomimétiques ou bi-inspirées, où on va aller de la connaissance des végétaux vers une application technologique en se basant un petit peu sur les stratégies développées. Là encore, on va trouver une petite divergence entre le scientifique et l'artiste, notamment sur ce caractère agressif du travail. Mais dans mon exemple, il s'agit d'ingénierie tissulaire.
vous pouvez lire d'autres choses où on va utiliser un dauphin démineur, où on va utiliser différentes choses, où il y a effectivement un détournement de la nature qui peut être différent. Donc finalement, moi je suis dans une position où je peux juger sans nécessairement prendre part. Et du coup, on ne peut pas nécessairement parler d'autres types de détournements, donc qui sont les OGM par exemple, qui sont les choses qui confèrent une résistance ou une bioactivité à certaines graines ou à certaines plantes, qui elles effectivement vont être un détournement qui sera quand même plus important et qui sera peut-être perçu différemment en fonction de ce qu'on va faire. Pour Ludo par exemple, lorsqu'on lutte contre un insecte, l'homme lutte contre l'insecte, mais l'insecte, lui, lutte pour survivre, simplement. Et donc, en fait, lui voit cette partie-là. C'est-à-dire de dire que de devoir le tuer parce qu'il me pique en été ou parce que... ça ne justifie pas d'essayer de le tuer. Il doit, lui, se défendre également. Et donc, la conclusion, c'est que finalement, Ludo, dans ses œuvres, va s'interroger sur la finalité de la technologie, sans parti pris, mais remet en cause l'objectif incontestablement philanthrope de la technologie. D'accord ? Tous les scientifiques qui sont là vont se dire « je le fais pour le bien de l'homme » et de mon travail va découler un bien-être, une réparation, quelque chose. C'est pas, ce que dit Ludo, c'est pas que tout va être horrible, hein. Il met en lumière certaines choses qui pourraient être une déviation et donc nous oblige un petit peu à mieux réfléchir à la finalité de ce qu'on veut faire. La vision de l'artiste met forcément le scientifique face à sa responsabilité sociétale. Notre but n'est pas de nous amuser dans notre laboratoire, mais effectivement de servir une société en essayant d'aider les personnes qui sont dans cette société, et nous alerte donc sur les dérives possibles de son travail. Effectivement, depuis 2012, depuis qu'on discute, il y a pas mal de projets où je me suis dit, tiens, là-dessus, il y a une voie vers laquelle je ne me tournerai pas. C'est quelque chose qui est quand même... Finalement, elle rappelle que la solution technologique ne doit pas être une prouesse intellectuelle, et lui redonne un petit peu du sens en disant que voilà, elle a été faite pour essayer de réparer, pour essayer de guérir. Donc c'est là qu'est l'importance de la solution technologique. Voilà, je vous remercie beaucoup et si vous voulez, on peut discuter.